Derrière le marbre vous est présenté par Baseball Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast numéro 8 de Derrière le marbre. Évidemment, on est là pour parler de baseball comme on le fait à chaque édition de nos podcasts. Et celui qui est à ma gauche aujourd'hui, je pense que les gens qui ont suivi les Capitales de Québec ont un bon souvenir de ce lanceur droitier numéro 23, Michel Simard, qui est avec nous. Salut Michel. Salut François, ça va va bien? Yes. Parce qu'il faut dire que Michel, on a été... évidemment, Michel a joué pour les Capitales. Tu as été analyste à la radio avec les Capitales. Tu as été analyste aussi même quand tu étais lanceur. Fait que tu as touché un peu à tous les domaines avec les Capitales. Oh ouais, c'était super plaisant. Là. Jouer plus particulièrement, mais aussi, là, je me souviens avec Jacques, souvent sur la route, Jacques venait tout seul. Ouais. Fait que quand je lançais pas, je disais tout le temps « Hey, t'as-tu besoin de quelqu'un avec toi aujourd'hui? » Fait que Jacques, il adorait avoir la compagnie de quelqu'un avec lui. Il aimait plus ou moins faire les matchs seul. Fait que c'était toujours plaisant là, de passer la rencontre au complet avec Jacques. Je veux commencer, Michel, je pose souvent la question à nos nouveaux invités. Ton amour du baseball, ça vient de où? Je sais que ton père est un passionné, puis peut-être qu'il va faire partie justement de ta réponse. Mon père, oui, était passionné de baseball. Il était pas très bon quand il jouait, là, par exemple. Mais étant plus jeune, là, il me racontait souvent que quand il allait passer du temps en Floride, dans une époque lointaine, là, il allait regarder les camps d'entraînement en Floride, puis il a toujours aimé ça. Moi, on dirait que ça m'est comme venu naturellement. J'ai toujours eu un gant, là, je me souviens pas la première fois que j'ai joué. C'est sûr, j'ai commencé à jouer un petit peu plus sur le tard, okay. Mais j'ai toujours aimé le baseball. L'été, je jouais tout le temps, puis... j'ai aimé ça, surtout quand je suis arrivé dans le baseball organisé, puis après ça, de fil en aiguille, les choses sont venues aller un petit peu plus loin, mais cet amour-là est encore présent aujourd'hui, puis ça, je l'ai jamais caché, puis j'adore encore ça jouer. Parce que tu es rendu à 36 ans, tu fais partie quand même un peu comme moi de la génération hockey l'hiver, baseball l'été. C'était-tu ton cas aussi? Non, étant jeune, je ne jouais pas au hockey. Ma mère voulait plus ou moins que je joue parce qu'elle trouvait ça plus dangereux que d'autres choses. Mais ceci étant dit, j'avais pas non plus cet attrait-là pour le hockey plus qu'il faut. Je jouais à patinoire extérieur avec mes amis, mais de là à m'amener dans une ligue organisée, là, ça m'intéressait plus ou moins. C'était pas quelque chose que je voulais faire. Mais par exemple, quand le baseball a commencé, là, les camps d'entraînement là, au mois de mars en gymnase, puis tout étant plus jeune, là, ça j'étais vraiment excité à l'idée quand ça recommençait. Puis parle-moi de toi comme jeune joueur. Est-ce que tu t'es rendu compte rapidement que tu avais peut-être des habiletés un petit peu supérieures au niveau de ton bras puis de la qualité de ton bras pour devenir un bon lanceur? Pas vraiment. Étant plus jeune, je lançais. J'étais quand même correct. J'étais un bon lanceur au niveau Pee-wee. Après ça, quand j'ai monté au niveau Bantam, c'est venu un petit peu plus difficile. Physiquement, là, ayant eu une puberté qui est venue un petit peu plus sur le tard, physiquement, c'était rendu difficile avec la plaque qui reculait. Alors, j'avais pris quand même un break là, du monticule pendant toutes mes années Bantam. Mais tu avais continué à jouer comme joueur de position. Exactement, ouais. Je jouais quand même comme joueur de position, mais après ça, c'est vraiment quand je suis revenu à ma première année midget. Là, je m'étais ramassé en midget A. Je jouais même pas midget 2A. Que là, s'il y avait une grosse pénurie de lanceurs, ça allait super pas bien. Fait que là, moi j'ai dit, je lançais moi quand j'étais Pee-wee. Puis je me souviens, le premier frappeur que j'ai affronté quand j'ai recommencé à lancer, je l'ai retiré au bâton. Puis je suis embarqué dans la rotation, je suis devenu le meilleur lanceur de l'équipe. L'année d'après, je faisais midget 2A. Et là, comme je disais, de fil en aiguille, là, ma première année junior majeur, sorti du midget 2A. Puis après ça, c'est parti de même. C'est spécial parce que tu dis, écoute, à l'époque où t'es midget A, t'es loin de penser qu'un jour tu pourrais lancer dans le baseball professionnel. J'aurais jamais pensé ça. Jamais, jamais, jamais. Faut dire qu'à cet âge-là non plus, tu penses pas à ça plus qu'il faut. Tu joues midget A, c'est sûr que j'avais toujours un peu ce rêve-là quand j'étais jeune. Je disais aux membres de ma famille, moi, ce que je voudrais faire dans la vie, c'est être joueur de baseball. Puis tout le monde riait un peu en disant, il n'y en a pas beaucoup de Québécois au baseball, hein? Si t'avais choisi le hockey, t'aurais peut-être plus de chance, mais c'était toujours un rêve que je caressais, mais moi, c'était vraiment un rêve, là. C'était vraiment quelque chose de spécial, puis d'avoir été capable de me rendre aussi loin, je pense, pour atteindre ce rêve-là, c'est quelque chose d'extraordinaire que j'ai pu vivre. Tu as parlé de junior, je veux qu'on regarde justement ta carrière junior. T'es allé est-ce que je peux dire à la belle époque des Alouettes de Charlebourg? À la super belle époque. T'as-tu été là pour tous les championnats? J'ai pas été là pour tous les championnats. Les Alouettes ont gagné leur premier championnat en 1995. Puis moi, ce qu'il faut que je rappelle un petit peu aux gens, c'est que je restais 3 rues en arrière du parc Henri Cazot. OK. Fait que je pouvais aller au match des Alouettes à pied. Puis toute mon enfance, là,
d'il y a longtemps, là, j'allais au match des Alouettes avec mon père. On allait au baseball junior. J'ai vu jouer Vincent Lachance, moi, avec les Alouettes. Puis après ça, tranquillement, pas vite, quand j'étais jeune, c'était plus jouer pour les Alouettes, mon rêve, que jouer au baseball majeur ou peu importe, parce que... Il n'y a pas de capital à l'époque, il faut le mentionner. Là. Les expos sont là, mais c'est le baseball majeur. Là. Exactement. Il n'y a pas de capital à l'époque, puis je vais toujours au match l'été. Mon père avait des billets de saison, fait qu'on partait le dimanche, on allait aux Alouettes, puis je voyais tous ces joueurs-là jouer, puis tu sais, j'étais jeune, puis... moi, je voulais jouer pour les Alouettes un jour. Fait que c'était vraiment plaisant. Puis je travaillais comme préposé de terrain au Parc Saint-Rodrigue à l'époque, là, qui est un petit peu plus loin. Puis je me souviens, j'allais courir les balles dans le champ juste pour aller donner un coup de main avec les gars. Fait qu'ils m'envoyaient tout le temps à des places où ils ne veulent pas aller. Admettons, va l'autre bord de la clôture chercher les balles. Mais tu sais, j'étais juste côtoyé ces joueurs-là à l'époque. Je trouvais ça tellement impressionnant. Puis quand j'ai été capable de réaliser ce rêve-là, jouer pour les Alouettes, là, ça a vraiment été extraordinaire. Pour moi, ça a vraiment été un moment spécial. Parce que vous aviez, écoute, là, à cette époque-là, dirigé par Martin Pouliot, il est passé des très bons joueurs. Vous avez eu des... Écoute, c'était une dynastie, il faut le dire. Puis c'est rare dans le monde je vais même dire du sport en général, mais ce que les Alouettes ont fait dans les années 90, c'était talent, un peu cocky, mais tout ça mis ensemble, le fit était presque parfait. Là. Le fit était parfait, puis il y avait aussi... Martin était capable d'aller chercher des joueurs qui lui ressemblaient aussi beaucoup. Moi, j'ai énormément de respect pour Martin Pouliot. Martin Pouliot, c'est le gars qui m'a donné ma première chance, moi. Je suis sorti du midget 2A, puis je me souviens, à un moment donné, je l'avais vu traîner au Parc Cazot, puisque les joueurs midget ont joué au Parc Henri Cazot aussi. Puis je l'avais vu traîner au Parc Cazot, il était venu me voir, il m'avait invité au camp. Il m'avait donné cette chance-là, Martin. Fait il va toujours avoir une place spéciale pour moi, Martin Pouliot. Puis la rivalité à l'époque, que ce soit Québec-Charlebourg, écoute, il y avait d'autres très bonnes équipes, mais le baseball junior était excessivement populaire. Là, et puis sans rien enlever à ce que c'est aujourd'hui, c'est sûr que les capitales vont chercher beaucoup de gens, mais à l'époque, c'était plusieurs centaines de personnes par match. Là. C'était plusieurs centaines de personnes par match, puis c'était également, moi je me souviens, c'était une haine qu'on avait. Là, à ce point-là. Les diamants, là, on les détestait, là, on les aimait pas, on voulait les battre, tu sais. Puis le monde, il venait aussi pour cette rivalité-là. Puis ce qu'il faut comprendre également, c'est que c'est un baseball complètement différent. Quand les Capitals sont arrivés en 99, on jouait encore avec des battes d'aluminium au baseball junior. Puis là, après ça, tranquillement pas vite, les transitions se sont faites avec les bâtons de bois qui rendaient un produit similaire au Capital. Fait que cette couleur-là qu'on avait au baseball junior, avec les bâtons d'aluminium, c'est venu un peu à s'éteindre un peu l'engouement vers ça. Puis aussi, tous les sports-études qui ont été créés, maintenant, les jeunes sont ensemble depuis l'âge de 12 ans. Fait que là, quand ils arrivent à 16 ans, il y en a un qui se fait repêcher par les Alouettes, l'autre se fait repêcher par les Diamants, mais ces deux joueurs-là sont encore chums. Hein? Tandis qu'avant, avec les territoires, tu choisissais pas là, pour qui tu allais jouer. Moi, je tombais direct dans le champ de Charlebourg parce que je restais à Charlebourg, mais j'ai jamais passé par le repêchage. Là. Fait que c'était un peu cette haine-là ou cette animosité-là qui était toujours vivante parce qu'on se côtoyait pas avant ça. Là. Ah, puis écoute, je dirais pas que c'est là que tu as appris à lancer en dedans, mais ça t'a certainement aidé ça t'a pas nuit comme lanceur d'être capable de lancer en dedans. Puis des matchs ou des situations comme ça, je veux dire, à une époque où coucher un frappeur était plus commun qu'aujourd'hui. Là. C'était plus commun, c'était tellement différent. Juste la mentalité aussi qu'on avait à l'époque était différente. Tout le chahutage qu'il y avait aussi. Oui. C'était folklorique, l'atmosphère qu'il y avait. Là. C'était un spectacle un peu qu'on donnait parce que maintenant, on voit moins ça. Là, la Ligue junior majeure ou la Ligue de baseball du Québec a comme mis un stop un peu à ça. Mais tout à l'époque, c'était bar ouvert. Là. Tout le monde y passait. Là. Les membres de ta famille, ta blonde, tout le monde y passait. Là. Fait que quand t'embarquais sur le monticule, tu le savais que t'allais te faire crier des choses là, quand même assez spéciales des fois. À quel moment dans ta carrière junior, t'apprends qu'on s'intéresse peut-être à toi au repêchage au niveau du baseball majeur, puis tu pourrais peut-être être repêché? Au niveau de ma carrière junior, j'y ai pensé peut-être un petit peu plus tard. C'est vraiment quand j'ai été repêché au niveau des collèges américains là, que là, j'y ai cru un petit peu plus. Mais en 99, je pensais pas vraiment à ça quand je suis arrivé. C'était ma première année junior, j'avais 17 ans. Mais c'est vraiment, comme je disais, là, le bout que Martin a fait aussi pour moi de me permettre d'aller à l'ABC. Il avait appelé Richard Raymond.
Il y avait Jean-Marc Mercier aussi. Tout le monde connaît un peu Jean-Marc Mercier qui traînait là, dans un parc de baseball avec son radar. Puis lui, il était très ami aussi avec Richard Raymond. Puis il avait dit un petit lanceur à Charlesbourg, là, il lance 85-86, là, je l'ai pogné sur mon radar, tu devrais peut-être l'appeler. Il serait peut-être intéressé à aller à Montréal. Comme de fait, je me suis ramassé à l'ABC. J'ai été là 2 ans. Mais c'est après ça, là, quand j'ai dit, bon, l'ABC, 2 ans, j'ai fait le tour, j'aimerais ça me trouver une place dans un collège américain. C'est là que j'ai été repêché, là, puis que le rêve a pris forme un petit peu. Justement, parlons-en, tu arrives, justement, tu es repêché. Là, tu peux aller dans le baseball professionnel, mais évidemment, il n'y a rien de glamour avec le baseball mineur, là. Comment ça fonctionne? Comment tu signes ton contrat, tu sais même pas où est-ce que tu t'en vas? Ou comment on gère ça au niveau d'une organisation avec un choix? À l'époque, je sais même pas si tu parles anglais parfaitement. Comment ça se passe pour toi, là? Bon, ben si on y va là, séquence par séquence, là, après les Jeux du Canada en 2001, j'ai eu un téléphone de mon coach en Floride. Il a dit, serais-tu intéressé à venir? J'ai dit oui. Fait que j'ai fini ma session au cégep, j'ai pacté mes petits, je suis parti en Floride. Ça, c'était au début de l'année 2002. Là, je parle pas un mot d'anglais. J'arrive là tout seul de Québécois. Je fais ma place tranquillement, pas vite. Puis, c'est vraiment la fin de la saison là, 2002 où est-ce que j'ai passé au repêchage au mois de juin. Ouais. J'ai été un choix de 25e ronde des Angels. Sauf qu'à l'époque, tu pouvais ce qu'ils appelaient un draft and follow. Ça veut dire ils te repêchaient, mais il y avait jusqu'au mois de juin l'année d'après pour te signer. Ce qui aujourd'hui, sauf erreur, c'est au mois d'août de la même année là, on a à peu près 2 mois pour signer le joueur. Exactement, mais moi à l'époque, c'était vraiment là, tu pouvais attendre 1 an, fait que les dépisteurs ou l'organisation qui te repêchait avaient quand même 1 an pour te suivre. Fait que moi, les Angels m'avaient appelé, ils avaient dit bon, ben félicitations, t'es un choix de 25e ronde, tout content, bravo, j'ai été repêché au baseball majeur, une petite fleur, pète les bretelles. Sauf qu'ils disent on t'offrira pas de contrat. J'ai dit ok, y a pas de trouble, on va attendre de voir l'année prochaine. Qu'est-ce que tu vas faire dans ton collège? Ton développement. Puis on prendra une décision rendue là. Fait que c'est beau. Fait que là, moi, j'ai ma 2e année parce que quand tu t'en vas dans un junior college, tu as le droit à 2 ans. Ouais. Après ça, tu n'as pas le choix de faire le choix de soit t'en aller dans une école de 4 ans ou de signer professionnel. Mais j'ai dit, c'est beau, OK, ils m'ont retourné dans mon collège. Tout était canné pour que je retourne à l'année 2003. Puis, comme de fait, là, ma 2e année dans le collège américain, j'ai fini 10-0. À Saint-Pétersbourg, en Floride. Fini 10-0, puis ils m'ont tout de suite offert un contrat là, à la fin de l'année. Il y a eu une petite négociation, là, veut pas. Mais c'est ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis j'étais chez nous à Québec. Quand j'ai signé mon contrat, ils me l'ont envoyé par fax. Je l'ai signé, je l'ai renvoyé. Le lendemain, j'avais mon billet d'avion. Il fallait que je sois en Arizona 2 jours plus tard. Puis là, j'avais dit à mon père, hey, il me semble c'est vite. Il dit, hey, ils viennent pas de te signer pour que tu restes chez vous, là. T'es parti. Là, Puis, il t'a envoyé où en premier lieu? En premier lieu, je me suis ramassé en Arizona où il y avait ce qu'on appelle l'Extended Spring. Oui. C'est les joueurs qui, après le Spring Training, vont pas dans soit le A ou le 2A ou whatever. Puis là, après ça, la Short Season qu'on appelle dans le baseball, dans la Ligue des recrues, commence au mois de juin. Fait que moi, j'ai été là pendant 3 semaines. Puis après ça, je suis tout de suite parti à Provo, en Utah, dans la Ligue des recrues. OK. Parce que, écoute, tu as lancé jusqu'au niveau 2A dans l'organisation des Angels. Est-ce que pour toi, ton expérience dans le baseball mineur, est-ce que c'est très positif, les souvenirs que tu en gardes? Parce que je disais tantôt, c'est pas glamour, on fait pas beaucoup d'argent. C'est un rêve. Mais il y a beaucoup de gars qui sont passés d'ailleurs dans nos podcasts qui disaient, tu sais, le baseball mineur, tu veux toujours manger l'autre qui est à ta position en avant de toi parce que tu veux grimper. C'est-tu un beau souvenir que tu gardes du baseball mineur? Il y a eu des beaux moments comme il y a eu des mauvais moments. Comme dans n'importe quelle expérience qu'on vit. Au début, ça allait super bien. J'avais eu de la misère avec mon épaule là, au mois de juillet en 2004. Puis c'est jamais vraiment revenu. J'avais manqué le restant de la saison. Puis quand j'étais revenu en 2005, j'étais plus le même gars que je me rappelais avoir été en 2003. Je sais pas, c'est peut-être un déclic qui s'est passé ou quelque chose de weird qui aurait pu se passer aussi dans ma vie, je sais pas trop. Mais tu sais, j'essayais quand même, tu sais, ils m'ont donné ma chance quand même en 2005, retourner comme partant, ça a pas full bien été. J'ai été retourné à Cedar Rapids après la saison que j'ai terminée avec Carl. Carl puis moi, on jouait dans la même équipe cette année-là. Là, après ça, on est tous les deux retournés dans leur fort l'année d'après ensemble. Puis moi, j'avais fait un bout après ça au niveau 2A.
Puis il y avait eu les qualifications pour les Olympiques là, avec Équipe Canada. Puis j'avais pas terminé la saison, mais j'étais parti avec Équipe Canada durant ce temps-là. Puis au mois d'août 2006, au mois d'octobre 2006, ils m'ont appelé puis ils m'ont dit bonne chance. Mais tu t'en doutais un peu quand tu es parti pour les qualifications. Je m'en doutais un peu. C'est sûr que tu investis tellement de temps là-dedans, puis à un moment donné, tu viens à réaliser que c'est la seule affaire que tu es capable de faire. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Tu te dis, voyons, je suis capable de faire d'autres choses, moi, que jouer à la balle. Puis ça, c'est un peu troublant. T'sais, quand ça t'arrive, là, c'est comme si tu recevais un peu une brique d'en face, c'est-à-dire, là, tu fais quoi, là? Mais c'est pas pire que tu l'as eu quand même assez jeune, cette réflexion-là, parce qu'il y en a qui c'est à 37 ans, à la fin de leur carrière, qui vont se demander, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais au moins, tu y as pensé plutôt en te disant, qu'est-ce que je peux faire d'autre si je gagne pas ma vie en jouant au baseball? C'est un petit peu de même, mais tu caresses tout le temps le rêve que tu pourras recevoir un téléphone, tu t'essayes tout le temps un peu, tu as un agent qui travaille un peu pour toi, qui te dit, veux-tu le réessayer? Mais, tu es québécois, t'as besoin d'un visa de travail, t'as 25 ans, t'as une saison ordinaire. Les odds étaient pas de ton côté, là. Exactement. Fait qu'à un moment donné, là, quand t'as moindrement les pieds grandés, là, ou tu vis pas trop sur un nuage, là, tu te rends compte que ça risque d'être difficile. Fait que t'appelles l'Université Laval puis tu retournes à l'école. C'est ça que tu fais. Mais là, c'est intéressant parce que là, t'es à l'automne 2006, ton contrat est fini avec les Angels. Comme tu mentionnes, tu veux retourner à l'école. Et là, tu fais un contact avec les Capitals, évidemment, parce que ta carrière commence en 2007. Mais Michel Simard, à ce moment-là, est-ce qu'il pense plus retourner dans le baseball affilié? Est-ce que tu es heureux de te joindre au Capitals ou est-ce que tu es un peu réticent parce que tu aimerais rester plus proche de ton rêve? On parle que, il y a quand même un bon laps de temps. Là. La saison avec les Capitals commence juste au mois de mai. Ouais. Fait que là, tu t'es fait libérer au mois d'octobre 2006. Là, t'es novembre, décembre, janvier, février, mars. Là, t'as pas d'appel. Mais t'avais encore le goût de jouer, là. Oui, t'as encore le goût de jouer, là. Mais là, le spring training commence, là. T'es pas là, là. Fait que là, tu te dis, si je suis pas là au spring training, il y a des maudites bonnes chances que je sois pas là au mois de juin. Fait que là, tu te rends compte que là, ça va pas super bien. Fait que moi, j'avais pris le téléphone, j'avais appelé Michel. J'avais dit, je serais intéressé pour jouer les Capitals. J'ai pas d'offre, j'ai rien. Je vais encore jouer au baseball. Puis moi, j'avais été envoyé dans l'enclos là, pour ma dernière année là, en 2006. Puis j'avais dit la seule condition que je veux, c'est de devenir lanceur partant. Il a dit pas de problème. Bienvenue chez Capital. Puis là, après ça, l'annonce s'est faite. Puis j'ai commencé la saison 2007 avec les Capitals. Ouais. Puis tu as joué 4 ans pour les Capitals, de 2007 à 2010. Il y a eu évidemment une saison là-dedans, celle de 2008, qui va rester mémorable. 13 victoires, 2 défaites. Moyenne à 2,32. C'est une des meilleures saisons de l'histoire des Capitals. C'est peut-être une de tes meilleures saisons comme lanceur professionnel en carrière. Non, c'est ma meilleure saison. Ta meilleure saison. Oui. Puis c'était comique parce que cette saison-là, j'ai recommencé à y croire un peu. J'ai dit peut-être que une équipe va m'appeler. Bon. T'avais les chiffres pour espérer. J'avais les chiffres pour espérer, en effet. Puis j'y cru un petit peu, mais on dirait que même si ça s'est pas fait, il n'y a pas eu de déception nécessairement. Je me suis dit, c'est la vie. Je suis rendu à ma 2e année de bac. Je vais retourner à l'école. Puis, je vais mener ma vie un peu comme je le fais depuis déjà 1 an et demi. Fait que, mais, je sais pas. J'avais recommencé à y croire un petit peu. Mais ça s'est étendu quand même assez vite. Puis, évidemment, dans ces saisons-là, vous avez eu quand même des bonnes saisons. 2008, sauf erreur, vous aviez perdu en finale contre Sussex au stade. Je me rappelle toujours du 3e et dernier match. Il mouillait, il faisait froid, c'était incroyable. Et on s'était fait balayer 3-0. Oui. Mais après ça, là, évidemment, les choses ont changé parce qu'à partir de 2009, les Capitals ont gagné 5 championnats de suite. Tu as fait partie de 2009-2010. Puis évidemment, 2009, les gens se rappellent d'Éric Gagné, puis tout ça, mais 2010, ça avait été particulier parce que ça a été ta dernière saison. Puis tu mentionnais un petit peu plus tôt dans le podcast, Jacques faisait quelques voyages à l'époque, puis je me rappelle, c'était un voyage à Sussex. Moi, j'étais pas là, c'est Jacques Doucet qui faisait la série. Et un matin, rouvre le Journal de Québec sous la plume de Mario Morissette, c'est marqué Michel Simard, c'est fini. La décision était prise quelque part au mois d'août à peu près. Tu avais dit c'est fini, puis ça a été justement ta dernière saison. Qu'est-ce qui avait fait en sorte que tu disais, là, faut que je passe à autre chose? C'était une combinaison de choses. Premièrement, j'avais terminé mon baccalauréat au mois d'avril. Là, je me disais, je viens de me sortir de 3 ans, j'ai un diplôme universitaire. Je fais quoi là? Est-ce que j'attends encore 1 an, 2 ans, 3 ans? Je travaille pas dans le domaine pour lequel j'ai étudié. Je mets un trou dans mon CV.
Puis le domaine des relations de travail dans lequel j'œuvre présentement, c'était tout le temps quelque chose qui m'intéressait. Je voulais vraiment œuvrer là-dedans. Je voulais faire ça. Fait que là, le baseball, ça a comme fait, le baseball devient peut-être un empêcheur de tourner en rond. Parce que je pense pas qu'il y ait un employeur qui va me dire à un moment donné, m'a t'engagé au mois de septembre, je vais te laisser repartir au mois de mai, puis m'a te reprendre au mois de septembre. Tu sais, il y a pas beaucoup d'employeurs qui font ça. Fait que... Puis c'était tout aussi une tournure de circonstances, de me dire, tu sais, je suis à Sussex, au bon milieu du champ, là, j'ai lancé hier à Québec, je viens de me claquer 16 heures d'autobus, je ne relancerai pas avant 4 jours. C'était plus ça aussi. On dirait qu'il y a comme eu un genre de déclic qui a fait que, oui, je vais encore jouer au baseball, mais peut-être plus dans ces conditions. Puis est-ce que, avant que tu arrives justement à ton dernier départ, puis on reviendra lors de la série finale, t'as-tu eu à mûrir cette réflexion-là ou pas du tout? Tu savais que c'était la bonne décision? Je vivais avec, parce que quand tu prends une décision, tu le sais toujours après si c'est la bonne ou c'est la mauvaise. Hein? Fait que moi, j'avais pris cette décision-là. Je me disais, si Brett Favre a sorti de sa retraite 4 fois, au pire aller, je ressortirai de la mienne une fois. T'sais. Mais oui, tu y penses. Tu dis, c'est ma dernière saison. Puis là, il y a plein de scénarios qui roulent dans ta tête. J'aimerais ça que ça se finisse comme il faut. Hein? Ça, c'est la première chose. Tu veux pas finir ça en queue de poisson quand tu dis que c'est ta dernière année. Tu veux ça. Tu veux en même temps continuer à être avec l'équipe puis à essayer de trouver un certain engouement quand même si tu es un peu tanné de toutes les choses qui ont fait en sorte que tu décides de prendre ta retraite. Tu surfes un peu là-dessus, puis tu essaies d'être positif quand même, trouver des bons côtés à tout ça, même si, comme je disais, même si tu es un peu tanné. Mais la décision, quand je l'ai prise, j'étais convaincu que c'était la bonne. Sinon, je l'aurais pas pris, puis ça faisait longtemps que j'y pensais. Là. Je me souviens, j'avais rencontré Mario, puis il traînait tout le temps son calepin. Hein. Oui, Mario, il était tout le temps spécial. Oui, autant dans la salle du physio que sur le terrain. Là. Mario, là, c'était comique. Il pourrait avoir un paquet d'anecdotes à sortir avec Mario Morissette là-dessus. Là. Ah, moi, le calepin sortait. C'était ça, mais non, j'y pensais avant. Là. J'ai pas sorti ça de même là, un moment donné. Là. Puis tu as parlé justement de la façon dont ça se termine, puis tu pourras peut-être me corriger un peu dans les faits, parce qu'évidemment, si tu donnes 6 points en 3 manches à ta dernière sortie, là, tu dis j'ai-tu le goût de finir de même? Sauf erreur, tu avais lancé, je pense que c'était le match numéro 4 que les Capitals avaient gagné ici. Le dernier match de ta carrière, jusqu'en 8e manche, l'ovation debout pour sortir, ça a comme été le scénario rêvé, puis en plus, vous avez gagné le championnat. Tu peux pas demander mieux que ça. Exact, on était sorti c'était Pittsfield à l'époque qu'on avait battu. Puis on était sorti de Pittsfield 1-1. On avait... Vous avez perdu le premier match, oui. Oui, puis Tannersville avait gagné le deuxième. Puis moi, j'étais supposé lancer le troisième parce que dans l'ordre de rotation, moi, j'avais lancé ici à Québec contre New Jersey. J'avais gagné. Puis, je me souviens que Carl, cette année-là, était red hot là, en 2010. Là. Puis Carl était venu me voir en disant, c'est pas toi qui lance demain, c'est Carl. Parce que Carl est red hot, c'est 1-1. Puis il faut qu'on gagne game 3. Fait que j'ai dit, OK, vas-y. Puis, tu sais, moi, je voyais le scénario arriver. Fait que là, si Carl gagne, on mène 2-1, je vais revenir, puis je vais pouvoir gagner. Ouais. On dirait que tous les as étaient bien placés. Puis ce match-là avait été un match là, extraordinaire. On avait gagné 1-0. Carl avait lancé le match au complet. Le seul point qui avait été marqué, c'était un trip d'Ivan Nakareta. Puis Ivan a toujours eu la couleur ou le tatouage du gars le plus gamer que tu peux pas avoir. Tu sais, Nak, quand la pression était là, il était là, puis il était à l'aise là-dedans, puis quand il a frappé son trip, puis on a gagné 1-0, Carl a fait les 3 retraits après avoir donné un coup sûr au premier frappeur, je me souviens comme si c'était hier, puis on avait gagné le match 3, puis après ça, Game 4, c'était moi qui avais lancé, puis je me sentais bien au monticule, puis je me disais, c'est là que ça se finit, puis on finit ça comme il faut. Puis j'avais rarement vu Michel Simard aussi ému ce soir-là. C'était spécial parce que la façon ça se termine, puis tu sais qu'écoute, tu vas peut-être lancer encore par la suite, mais au niveau professionnel, c'était la fin des émissions. Il y en a des choses qui te passent dans la tête quand tu sors de l'abri pour soulever ta casquette. Oui, mais j'aurais pas pu espérer, puis ça, je remercie, je sais pas si c'est un signe du destin ou si c'est la vie, j'ai peut-être mené une bonne vie qui m'a permis de terminer là-dessus, mais ça, c'est un moment qui va toujours rester précieux. Un moment que je garde, puis que je me rappelle, puis que j'oublierai jamais. Moi, je peux vraiment dire que j'ai terminé ma carrière d'une façon que n'importe qui pourrait jamais penser finir sa carrière.
C'est vraiment une des plus belles choses qui m'est arrivée dans ma vie. Puis 2010, Michel, puis tu me corrigeras, ça avait été un petit peu plus difficile en saison régulière. Et là, on avait une décision à prendre avec Michel Simard ou Matthew Rush. Et on avait décidé d'envoyer Rush en relève. Puis cette année-là, c'était pas compliqué. Je veux dire, si le partant te donnait 7 ou 8 manches, tu avais Rush et Andrew Albers qui étaient là. Puis je pense que c'est là que c'est la première année de Patrick Scalabrini comme gérant. Puis il connaissait le Michel Simard, le gamer, en disant même si ça a été un petit peu moins bien en saison régulière, il savait à quoi s'attendre en série. Ça a été une belle preuve de confiance de la part du gérant, je pense. Ben ça, écoute, c'était vraiment plaisant aussi. Puis je l'ai vraiment apprécié de la part de Pat, là, ce qu'il a pu faire pour moi pour me donner ce match-là. Mais pour revenir à ce que tu disais, là, on lançait pas beaucoup en bas de sa manche, là, les partants. Là. Ça a été Sarsville, Troy Kate. Oui, qui avait lancé dans les majors. Ouais, Carl ou moi, c'était 7 manches, Albers Rush. 7 manches, Albers Rush. C'était ça tout le temps. Il y avait 3 lanceurs qui n'avaient pas lancé du tout durant les séries. Puis il y avait James Kukuchka qui avait lancé 2 tiers de manche. Fait que ça s'arrête pas mal là au niveau de la relève. James Kukuchka, ça va donner des bons souvenirs aux gens qui nous regardent. Là, Michel, la saison se termine, évidemment. Bon, vous faites la fête, vous gagnez, ça se termine bien. Là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que tu as l'intention de continuer à lancer? Est-ce que tu dis, par exemple, le senior, c'est une option? Ou c'est l'inverse? C'est les gens du senior qui se sont peut-être dit Michel Simard voudrait peut-être encore lancer? Ben, le senior existait depuis déjà 2007. OK, depuis ma première année dans les Capitales, moi, j'ai mon très bon ami Marc-André Charbonneau, avec qui j'ai joué junior majeur. Lui, il jouait puis il coachait un peu, joueur-entraîneur à Victoriaville à l'époque, l'ancienne équipe de Victo. Puis là, il m'a dit, regarde, là, tu viens de sortir du baseball professionnel, signe avec nous autres, ça t'engage en rien. Si ça va pas bien avec les Capitales, ben, ça te tente, tu viens de rejoindre avec nous autres, au moins on aura tes droits. Fait que moi, je leur appartenais depuis déjà 2007. Là, j'ai joué 4 ans avec les Capitales, puis même durant le camp d'entraînement des Capitales, j'avais tout le temps lancé un match. Okay. Tout le temps. Je mettais mon habit senior, puis j'allais lancer un match, puis juste pour me remettre en forme un peu. Puis là, l'équipe de Victo a déménagé à Thetford, puis j'ai passé avec les droits. Okay. Fait que ça m'appartenait. Fait que quand j'ai arrêté de jouer au baseball professionnel, là, peut-être rendu aux alentours du mois de janvier, ils m'ont appelé, ils ont dit, tu viens de jouer au senior? Je dis, oui, je vais aller jouer au senior, ça m'intéresse. Fait que c'est beau, tu viendras quand ça te tente. Et là, on parle de 2011. Oui. Et à l'aube de la saison 2018, tu as encore l'intention de lancer dans le senior, puis encore avec la même équipe, tu es là depuis 2011 avec Thetford. Oui, exact. On a gagné 5 championnats en ligne. C'est l'année passée, on n'a pas gagné. Là. C'est là que notre règne s'est terminé. Mais ouais, c'est 8e année, là, je pense, là, pas loin. Et puis est-ce que tu, dans le fond, tu vas lancer tes matchs, mais il doit y avoir des matchs où tu n'es pas le lanceur partant, que tu n'es pas obligé d'y aller non plus, là? Ben, c'est ça un peu qui est le fun, là. C'est que moi, je lance une fois par semaine. J'y vais juste quand je lance. Puis c'est un peu ça le deal aussi, là. T'sais, mais j'aime ça encore y aller. Ouais. Durant les séries, j'y vais peut-être un petit peu plus, là, parce que des fois, il faut que tu ailles lancer une manche en relève, puis tu vas être là. Mais sinon, non, c'est zéro l'implication. Parce que je sais que les choses allaient assez bien sur la butte, mais je serais curieux de voir Michel Simard quand tu pars de Québec puis qu'il monte à Thetford. T'es-tu encore une façon de te préparer? T'es-tu dans ta bulle ou c'est différent vu que c'est pas du baseball professionnel? Tu te prépares évidemment pas aussi, j'allais dire aussi sérieusement, c'est pas la même chose. Mais comment, à quoi tu ressembles avant un match? As-tu l'air d'un gars qui est stressé ou tu vas juste t'amuser? À quoi tu ressembles, Michel, quand tu vas lancer dans le senior? Non, j'ai encore mon amour propre. Ouais, là. Petite boule des fois de stress. Puis... Je tiens encore mon amour propre, puis je me prépare en conséquence, peut-être moins entre les matchs. Là, parce que je veux pas avec le travail, la famille, déplacement, tout ça, tu n'as pas le temps de te lancer à tous les jours. Puis de toute manière, la conjoncture là, est pas comme ça. Mm-hmm. Quand tu es au stade puis tu es assis pour tes 4 prochains matchs, tu as ça à faire, t'as préparé pour ton prochain départ, puis c'est ça ton travail. T'sais. Là, c'est complètement autre chose. Là. Des fois, j'essaie d'en faire un petit peu plus, là. Mais sinon, non, on se présente là puis on joue. Mais oui, c'est sûr que c'est plus détendu un peu. J'étais peut-être un petit peu plus sérieux quand je joue au baseball professionnel, mais psychologiquement, je me prépare pour mon match pareil, mais c'est sûr que l'expérience aussi fait en sorte que tu peux mettre un petit peu plus de choses de côté. Là, mais c'est pour ça que tu aimes ça encore. Je veux dire, si le jour où tu n'auras plus ces papillons-là, c'est probablement là que tu vas dire
c'est assez, là. Ouais, Je passe c'est à ça. autre chose. Puis, il y a aussi le désir de compétitionner, la camaraderie avec les gars, avoir du fun. Et le calibre, Michel, est très bon aussi, là. Le calibre s'améliore d'année en année. Souvent, on dit ça parce que peut-être qu'on pense que c'est parce que c'est nous autres qui vieillit. Mais non, il y a des excellents joueurs là, qui sont là, des gars qui ont joué au baseball professionnel, puis des gars qui ont eu des belles carrières juniors. Mais c'est spécial de voir des fois des jeunes qui ont dominé junior, mais là, ils arrivent à 23 ans dans notre ligue, puis ils se rendent compte qu'ils jouent contre des hommes. Là, fait que c'est pas pareil pour eux. L'après-carrière, Michel, tu as parlé tantôt, bon, évidemment, travail et famille. Il y a des joueurs qui s'ennuient énormément du vestiaire. C'est souvent ce qu'on s'ennuie le plus, moins que les rides d'autobus puis les hôtels à l'étranger. C'est vraiment l'ambiance dans le vestiaire. Quand tu commences sur le marché du travail, est-ce que ça a été difficile pour toi ou vraiment tu étais rendu là dans ta carrière à dire, écoute, j'ai une bonne job, j'aime ce que je fais, puis j'aimerais ça faire un petit peu plus d'argent que dans le baseball professionnel aussi? Ben, c'est souvent ça aussi. Puis c'est surtout de savoir que tu ne joueras pas au baseball jusqu'à 62 ans. Là. Moi, je vais travailler sûrement jusqu'à 62 ans vu que tu commences un peu plus tard. Commencer plus tard. Mais oui, l'ambiance du vestiaire, entre autres, mais c'est parce que à un moment donné, tu peux pas avoir une ambiance de vestiaire du baseball au travail. Non, c'est impossible. Mais comme je disais, ça fait son temps. À un moment donné, tu te dis, bon, ben, oui, j'en ai encore de besoin. C'est sûr que je vais une fois par semaine aussi. Quand je parlais tantôt de la camaraderie avec les gars, tu vas chercher cette petite affaire-là que tu as besoin aussi. Mais au travail, c'est complètement différent. Là. Tu travailles de 9 à 5, tu fais ton travail, puis c'est ça. Là. Mais moi, je m'épanouis terriblement dans mon travail. C'était ça que je voulais faire. Quand je suis sorti de l'école, je me suis dit, bon, ben, je veux travailler dans le domaine dans lequel je travaille aujourd'hui. Puis je le fais, puis je suis très, très, très heureux là-dedans. Mais comme je disais, tu fais des choix dans la vie. Hein? Si tu veux continuer à avoir l'ambiance de vestiaire puis tu es prêt avec les gars, ben arrête pas de jouer si tu en as encore vraiment de besoin. Ouais. Là. Mais si tu es prêt à passer à autre chose, quand tu es prêt à passer à autre chose, tu le fais puis ça te manque moins. Là. Tu parlais de ton emploi. Conseiller syndical, est-ce que je peux dire ça comme ça? Oui, moi je travaille dans le domaine syndical, ça fait maintenant 6 ans. Puis c'est ça. Est-ce que tu négocies des conventions ou tu es là comme conseiller? Qu'est-ce que tu fais exactement? Non, moi je suis beaucoup plus conseiller en relations de travail. Okay. J'applique la convention collective, toutes les lois connexes, parce qu'on le sait que dans le monde du travail, il n'y a pas juste une convention collective, là, il y a tout le code civil, la loi sur les normes du travail, le code du travail, la loi sur la santé et sécurité au travail, tout ça. Fait que je suis pas mal là-dedans là, à tous les jours. OK. Tu as parlé de famille aussi, évidemment. Là, tu es rendu avec une fille. Oui, j'ai une petite fille de 2 ans et demi. Ouais. Ça change la vie aussi, je veux dire, ça change la perception des choses, mais je veux dire, tu as continué à jouer au baseball quand même, mais écoute, les gens qui disent quand un enfant arrive que tu aies 22, 30 ou 35 ans, ça change complètement la vision des choses. Oui, c'est vraiment plaisant. Puis avoir un enfant, c'est vraiment le fun. Moi, en tout cas, j'adore ça. Être père de famille, c'est ça. Tout le monde qui va avoir des enfants vont te le dire. C'est des responsabilités, puis ta vie, puis pareil, là. C'est plus toi qui as le contrôle. C'est plus toi qui as le contrôle, puis tu fais plus non plus ce que tu veux nécessairement. Mais écoute, quand on dit ça change une vie, oui, mais ça change une vie pour le mieux. Là. Moi, si tu me demandais d'échanger ma vie que j'ai présentement pour celle que j'avais avant, sans mon kid, ben non. Là, parce que j'allais dire même, reviens avant la naissance de ta fille. Je suis pas sûr que tu changerais grand-chose dans ton parcours non plus. Tu as été un gars, quand même très chanceux dans ce que tu as vécu. Et le baseball t'a aidé grandement. Tu as parlé de la langue, apprendre l'anglais. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Je pense que le baseball a été très bon pour toi au cours de ta vie. Là. Ben aussi, puis moi, ce que je trouve le fun, c'est que c'est pas tout le monde qui peut dire aussi qu'ils ont eu la chance de faire ce qu'ils voulaient. Mm-hmm. Moi, j'ai voulu jouer au baseball, je l'ai fait. Puis je l'ai fait longtemps. Après ça, j'ai étudié dans un domaine d'études qui m'a permis de travailler dans ce que je voulais faire. Fait que ça, je pense que c'est des beaux cadeaux que la vie m'a fait de pouvoir m'avoir permis de faire ce que j'ai vraiment toujours voulu faire. Fait que ça, je me trouve vraiment chanceux parce que des fois, tu parles avec des gens, ils sont souvent heureux dans leur travail, souvent heureux dans leur vie, ils ont des jobs qu'ils ne voudraient pas nécessairement faire. Ben moi, je peux pas dire ça. Moi, j'ai toujours fait ce que j'ai un peu voulu faire professionnellement. 20e anniversaire des Capitales cette année. Évidemment, on a commencé à faire le décompte de l'équipe d'étoiles et tout ça. Pour toi, Michel, est-ce que c'est-tu quelque chose que tu aimerais? Bien, évidemment, je pense que tout le monde
souhaite retrouver son nom sur la liste, mais sur les 5 meilleurs partants de l'histoire des Capitals, ce serait un petit velours pour toi. Parce que, écoute, si tu fais la nomenclature, il y a probablement 7 ou 8 très bons candidats, dont tu fais partie avec Carl Géna, avec Keith Dunn, puis tous ceux qu'on peut nommer. J'imagine que ce serait un petit velours de se retrouver là. Ben, ça serait peut-être pas juste un petit velours, ce serait un bel honneur, là. Cette organisation-là est merveilleuse, traite ses joueurs, ses partisans de manière exemplaire, avec respect. Puis c'est ce qui fait un peu le succès, beaucoup même le succès des Capitals. Puis que c'est une ville qui est aussi attractive pour venir jouer au baseball. Ouais. Ça change pas là, au fil des années. Venir jouer à Québec, c'est le fun. Puis autant les gars de Québec, les gens qui viennent de partout, là, soit en Amérique latine ou des États-Unis, ont vraiment beaucoup de plaisir à venir jouer à Québec. Fait que c'est sûr que ça serait un bel honneur pour moi de faire partie de cette équipe-là. Est-ce que le calibre d'aujourd'hui de la Ligue Can-Am, est-ce que tu dirais que ça ressemble passablement à ce que c'était lorsque tu étais là? C'est difficile à dire parce que je joue plus. De voir un match des estrades, c'est pas pareil comme d'être confronté ou côtoyé à ça à chaque jour durant 102 matchs. Mais ça va beaucoup en s'améliorant, moi, je trouve. Puis on dirait que autant les joueurs, autant la préparation qu'ils amènent, autant leur background, autant du baseball affilié que ceux-là qui jouent dans les ligues d'hiver, c'est sûr que ça doit être de différent. On va dire, le calibre doit s'améliorer. Je dis pas que nous autres, dans notre temps, on faisait moins attention, là, mais je dis juste que, tu sais, si je parle à un gars comme Carl, qui se dit, puis c'est quoi la différence quand mettons, j'étais là, puis maintenant, il dit, c'est beaucoup plus fort. Puis t'as beau lui dire que c'est parce qu'il vieillit, il te croit pas, puis il te dit c'est parce que c'est meilleur. Il t'a dit, voir les matchs des estrades, tu viens-tu souvent quand même au match? Puis c'est quoi ton feeling quand tu viens au stade? Tu suis des soirs où tu dis j'aimerais savoir mes crampons puis mon gant? Puis, mais oui, c'est sûr, tout le temps, c'est sûr. Des fois, tu vois un gars arriver, tu te dis, voyons, je serais meilleur que lui, mais tu sais pas qu'il est recru puis qu'il gagne 800$ par mois, par exemple. Mais non, oui, à chaque fois que je viens, il y a tout le temps une petite flamme qui s'allume, puis tu sais, c'est le fun, rencontrer tout le monde, jaser avec des partisans qui disent hey, je me souviens quand tu venais lancer, puis aller dans la chambre après le match aussi, là, aller revoir, parce que moi j'ai un accès VIP, dois-je le dire, je rentre là comme si j'étais un peu chez nous, fait que ça c'est vraiment plaisant, puis après le match on va tout le temps jaser dans le bureau, puis... ça c'est ce qu'il y a de plus le fun, les après-matchs, puis sans dire le second guessing, mais tu dois reparler de certaines situations, certains lancers, certains choix de tir. Ça restera toujours un côté fabuleux du baseball. Oui, et puis, tu sais, les gens qui s'imaginent qu'est-ce qu'on peut jaser là-dedans, là, ça ne jase que de baseball. Là. Oui, des fois, il y a d'autres choses de quoi on jase, mais dans la grande majorité du temps, là, on parle de baseball. Il me reste 2-3 petites choses, Michel. Je veux te parler. Tantôt, tu parlais que quand tu étais plus jeune, tu lances 85-86. Tu n'as jamais été un gars qui lançait 87-98, mais tu as quand même toujours une bonne balle rapide. Mais ton arme de prédilection, c'était ta balle glissante. Ça a toujours été ta balle glissante, ton meilleur tir pour les rétro-bâtons. Tu as appris ça où, à quel moment? Puis est-ce qu'à un moment donné, ça devient un peu plus difficile, c'est-à-dire comme lanceur, même les frappeurs savent que c'est ton meilleur lancer, que c'est ton lancer pour les rétro-bâtons. Comment tu as fait en sorte que ce lancer-là est devenu le meilleur de ton arsenal? Bon, ce lancer-là, je l'ai appris quand je suis arrivé dans le junior majeur en 1999. Stéphane Pouliot, qui a joué brièvement pour les Capitals, qui a été un excellent lanceur, un des meilleurs lanceurs qui a passé dans l'histoire des Alouettes. On avait un profil sensiblement similaire, tu sais. On avait une balle rapide qui était live, qu'on appelle. Puis lui, il avait une bonne balle glissante. Moi, à l'époque, je sortais du midget 2A. J'avais une courbe qui était plus ou moins correcte. Puis Martin Pouliot avait dit, ben regarde, là, va-t'en avec Stéphane, là, il va te montrer comment lancer de la glissante. Fait que c'est comme ça que j'ai appris. Il m'a donné plein de trucs. Joss Blais aussi, qui était coach avec les Alouettes, m'avait montré un peu, lui, comment il lançait. Puis de prendre 3-4 idées là, de chaque lanceur, ben ça fait en sorte que toi-même, tu développes ton lancer. Puis moi, c'est comme ça que ça s'est fait. Là. Puis dans l'organisation des Angels, est-ce qu'on t'a incité peut-être à développer d'autres lancers? Parce que tu lançais beaucoup rapide, glissante, de temps en temps, changement de vitesse, mais est-ce qu'on t'a incité à un moment donné à dire que ça te prendrait un autre lancer dans ton arsenal? Ben, j'ai essayé là, mon changement de vitesse, même encore aujourd'hui.
Même encore aujourd'hui, j'essaye, je le sors une fois de temps en temps pour montrer qu'il fait partie de mon répertoire. Pour faire réfléchir. C'est ça, juste pour dire peut-être qu'il va me lancer un changement de vitesse, mais je suis encore pogné beaucoup rapide glissante. Mais peut-être si j'avais eu cette capacité-là de travailler un petit peu plus sur mon changement de vitesse, parce que c'était tout le temps été le coup de poignet de même que j'ai tout le temps eu un petit peu plus de misère. Non, mais pourtant, j'ai pas de misère avec ma rapide, parce que j'ai tout le temps eu une sinker qu'on appelle. Ça a tout le temps bien fonctionné, mais on dirait qu'avec la grippe, là, pour le changement de vitesse, ça n'a jamais moins bien été, mais ma balle glissante, c'est ça, c'est elle qui m'a sorti du trouble pendant, je sais pas combien de fois, ce lancer-là m'a sorti du trouble. Là. Une chance, je l'ai eu. Hein. Juste tout le temps, si j'avais pas eu ma glissante, moi, je me serais jamais rendu au niveau que je me suis rendu. Ça a été mon lancer de prédilection. Puis ce qui était le fun, c'est que j'étais autant capable de le lancer pour des prises tôt dans le compte qu'en arrière dans le compte. Moi, ce lancer-là, quand j'avais un petit peu peur du frappeur en avant de moi, puis j'étais 3-1, j'avais pas peur de le lancer, là, parce que je savais que j'étais capable de le lancer pour des prises. Fait que des fois, ça m'a sorti du trouble. Quand souvent, le gars va se dire 90% des chances que je vois une balle rapide à 3 balles une prise. Des fois. Mais c'est fascinant parce que tu parles de ta glissante comme Michel Laplante parlait de la sienne à une certaine époque, c'était son lancer. Puis je pense que Carl aussi a développé une bonne balle glissante. C'est un lancer qui est devenu important pour nos lanceurs québécois. Oui, puis ce qu'il faut aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu arrives dans la Ligue des recrues, là, il a fallu que je la mette peut-être un petit peu plus de côté. Oui, je la lançais encore, mais ma première année, quand j'étais à Provo, quand tu arrives dans la short season puis que tu fais tes débuts là, au baseball professionnel, eux autres, ce qu'ils veulent vraiment, c'est du fastball command qu'ils appellent. Fait que dans la Ligue des recrues, là, 90-92% des lancers qui sont lancés, c'est des rapides. Parce que tu arrives là avec des Dominicains qui lancent 99 000 à l'heure, mais ils lancent partout. Fait qu'ils forcent tout le monde à lancer que de la rapide pour pouvoir être capable de lancer ta rapide où tu veux, quand tu veux. Fait que peu importe le nombre de buts sur balle que tu donnes, eux autres, ça n'a aucune importance, mais tu lances de la rapide. Puis ça, je fais des parallèles des fois au Québec que je trouve qu'on fait peut-être pas ça. T'sais, tout le monde est capable d'apprendre un tir à effet. T'sais. Moi, j'ai appris à lancer une glissante. Carl a été capable aussi avec le temps, un changement de vitesse, tu apprends ça, mais lancer ta balle rapide où tu veux, quand tu veux, c'est la chose la plus dure à faire pour un lanceur. Puis je trouve des fois que pour essayer de protéger un peu le jeune, pour l'empêcher de donner un nombre monstrueux de buts sur balle, ben ils se disent, bon, ben t'es pas capable de spotter ta rapide, ben lance de la 2 à la place. Moi, je trouve que c'est la pire à faire. Tu sais, amenez-les tout de suite au point, il va falloir qu'ils soient un jour plus tard. S'ils sont capables de lancer de la rapide pour des prises tout le temps, au moins ils auront cette longueur d'avance-là, ces autres. Puis après ça, tu pourras leur apprendre à lancer de la glissante ou du changement de vitesse. Ils vont être capables de l'apprendre, mais pas mal plus qu'être capables de lancer la rapide quand ils veulent où ils veulent. Puis je te parlais de glissante comme un lancer important, mais tu parles de commande de tes tirs. Ça, un peu à l'image de Carl, je pense là-dessus, vous étiez dans le même moule. C'est les buts sur balle, c'était une hantise pour vos deux. Puis je te parlais tantôt de ta grosse saison. 16 buts sur balle en 124 manches de travail. Écoute, c'est le pire ennemi d'un lanceur, un but sur balle. Puis je sais à quel point tu détestais ça. Donc j'imagine quand tu parles de short season puis de lancer des prises avec ta balle rapide, ça devait pas être un problème à ce moment-là. Là. Ben, c'est sûr qu'il faut lancer des prises, mais en même temps, tu peux lancer une prise, mais que ton lancer soit de qualité. Ouais. T'assurer de peinturer le coin en dedans, à l'extérieur. Ou au moins, quand tu as la réputation d'être un lanceur qui donne pas de but sur balle, ça veut dire que tu vas prendre les devants dans le compte, tu vas vraiment tirer de l'arrière. Fait que tu forces les frappeurs à s'élancer sur des mauvais lancers que tu peux faire. Moi, c'est arrivé souvent que, mettons, juste le fait que j'étais en avant dans le compte ou que j'aille cette réputation-là de ne pas donner de but sur balle, ben aussitôt que le frappeur voyait que le tir allait être proche, ben il s'élançait. Parce qu'il disait, ben ça risque d'être une prise. Mais oh, non, c'était pas une prise. Fait que, tu sais, j'allais chercher un roulant ou n'importe quoi. Fait que juste des fois, bâtir cette réputation-là, ça peut t'aider comme lanceur. Puis il faut jamais oublier aussi le gars en arrière du receveur. Ouais. C'est l'arbitre, là, quand il lève le bras, là, ben, des fois, le lancer est proche, mais vu que tu es tout le temps proche, il te le donne. Fait que ça aussi, ça t'aide beaucoup. Là. Puis l'autre chose, Michel, c'est que tu étais quelqu'un qui travaillait excessivement rapidement. Je disais toujours, je pense que Michel Simard et Brian Rambiz ont probablement été les deux gars qui lançaient le plus rapidement dans l'histoire des Capitals. Je pense d'ailleurs que tu as encore le record pour le match le plus rapide dans l'histoire des Capitals. Mais ça faisait partie de la recette du succès aussi. C'est-à-dire, tu sais, pas de but sur balle, lance rapidement, la défensive qui est toujours prête en arrière de toi. Tu as toujours été comme ça. Puis je pense pas que tu aurais pu lancer d'une autre façon que ça quand tu étais lanceur partant. Ben, c'est un peu le succès. Comme je disais,
la clé du succès. Tu lances des prises, ta défensive le sait que tu ne donneras pas de but sur balle. L'objectif, c'est de faire mettre la balle en jeu le plus rapidement possible dans le compte. Quand tu es capable de faire ça, ben, ta défensive est un petit peu plus allumée. Puis souvent, ils vont réaliser des jeux qu'ils ne feraient pas nécessairement si c'était un gars qui donnait tout le temps 1 ou 2 buts sur balle par manche. Là. Fait que ça, la défensive m'a tout le temps aidé pour ça. Là. Et quand on jouait un dimanche après-midi à Sussex après un voyage de 10 matchs, on espérait que ce soit toi qui lance pour pas revenir trop tard. Donc, ouais, ça j'aurais 3-4 anecdotes aussi. Il me reste, Michel, le baseball majeur. Je voulais savoir, toi, aujourd'hui, à 36 ans, passionné de baseball, as-tu de l'intérêt pour le baseball majeur? Aimes-tu le spectacle que tu vois ou t'es pas un maniaque à ce point-là? Ça m'arrive de regarder un match une fois de temps en temps. C'est sûr que ton emploi du temps fait en sorte que tu as moins le temps de regarder la télé tout court. Ouais. Puis, quand la petite est couchée, il n'y a pas de match de baseball qui joue. Là. Fait que, c'est plus le soir, tout ça. Mais non, j'aime ça encore regarder un match. Surtout en série. En série, c'est vraiment encore plus plaisant. Mais c'est sûr, je le regarde plus autant que je le regardais avant. Là. Quand on arrivait dans la chambre avant le match, ben, c'était du baseball qui jouait. Puis quand tu allumais la TV après le match, ben, c'était tous les résultats sportifs qui passaient, fait que tu pouvais tout voir. Mais maintenant, c'est plus le fait que tu manques de temps pour faire ça. Là. Parce que là, j'ai regardé la nouvelle réglementation qu'on veut implanter. Évidemment, pour exemple, dire 20-25 secondes pour un lanceur pour lancer, ça n'aurait pas été un problème pour toi. Mais quand on voit, par exemple, qu'on veut limiter les visites au monticule pour les receveurs, est-ce que tu penses qu'on s'en va dans la bonne direction pour améliorer, on va dire, le déroulement des matchs? Ben, je ne sais pas. Moi, je continue à dire que stratégiquement, pour le spectacle, ça peut peut-être avoir du bon. Parce que, tu sais, mais c'est-tu vraiment ça qui va faire en sorte que le match va être moins long? Parce que souvent, tu sais, le receveur qui vient de voir au monticule, là, tu sais, oui, des fois, c'est parce que ça va pas trop bien, mais des fois, c'est parce que c'est le coach qui a dit d'aller te voir parce que le gars dans l'enclos, il est pas encore prêt. Tu sais, fait que ça va-tu... c'est sûr, ça va venir jouer là-dessus, là, à ce niveau-là, mais... Tu sais, c'est rare un receveur qui vient te voir et qui te parle bien longtemps. Là. Tu sais, si tu, mettons, ces 40 secondes-là, mettons, de 3 visites de 12-15 secondes, c'est ça qui va changer de quoi? Parce que souvent, c'est juste parce qu'on n'est pas à la même longueur d'onde. On veut changer de signal, il y a un coureur au deuxième, ça prend 10-12 secondes, le gars reprend sa place. Mais on cherche des façons d'accélérer un peu le rythme des matchs. Mais moi, je sais pas. C'est peut-être pas là qu'ils vont pouvoir gratter des secondes pour... Là, je sais que, mettons, quand un coach et lanceur va voir le lanceur, il y a un 30 secondes qui s'affiche. Puis ça, c'est sûr que des fois, la présence de ce coach-là qui vient de voir peut être un petit peu plus longue. Mais moi, je me souviens quand Michel venait me voir, c'était jamais bien long. Là. C'était pas toujours sérieux non plus. C'était pas toujours sérieux. Parce que Michel, il faut juste une petite parenthèse, parce que Michel aimait ça des fois dire, juste pour changer les idées d'un lanceur, il pouvait te compter une farce, parler complètement d'autre chose pour dire... Je vais penser à autre chose que le prochain lancer que je vais faire, puis ça fonctionne pas avec tout le monde, mais des fois, ça fonctionnait. Ben moi, avec moi, il le faisait pas. Moi, il le faisait pas parce que quand je le voyais arriver, des fois, je me disais, juste avoir mon visage, peut-être qu'il pensait que c'était pas le temps de me conter une blague, mais puis je peux pas non plus savoir ce qu'il disait aux autres lanceurs, j'étais pas là. Mais ceci étant dit, moi, c'était rare que Michel le faisait, mais Michel, c'était rare qu'il venait me voir tout court. Ouais. Fait que, à part pour venir me débarquer du match, fait que c'était un peu ça. Mais... je sais pas, c'est-tu pertinent ou non? Moi, si un jour je deviens coach des lanceurs, je vais-tu faire ça? Je sais pas, on verra, mais il y en a qui le font, tant mieux. Mais comme je disais, c'est ça qui va vraiment accélérer les matchs. C'est à voir. Puis je termine avec ça, mais le coaching, je sais que tu t'es impliqué un peu dans le baseball mineur après ta carrière chez les Capitals. C'est quelque chose qui t'intéresse ou tu as parlé de temps, puis justement d'avoir le temps de t'impliquer comme de la bonne façon, ça peut t'intéresser? Ben, c'est ça. Tu veux t'impliquer, tu veux tout le temps faire un petit peu, mais à un moment donné, quand tu viens à manquer de temps, tant qu'à faire les choses à moitié, fais-le pas. Là, parce que ça te donnera rien. Aller coacher dans le Pee-Wee 2A une game sur 4, ça vaut rien. Là, fait que, ça, je veux vraiment pas ça. Mais en tout cas, je suis pas rendu là. Mais pour l'instant, ça m'intéresse pas vraiment. Mon attitude n'a pas changé à ce niveau-là. En même temps, mais j'aime ça, quelqu'un qui dit tant qu'à être là un match sur 4, regarde, je ne m'impliquerai pas. Il y a quelqu'un qui va être là tous les matchs qui va pouvoir en donner plus que moi. Oui, puis je pense qu'il y aurait une certaine transition psychologique à faire avec les jeunes des nouvelles générations. Là. Moi, je suis pas. J'ai pas fait cette transition-là encore.
Fait que, je sais pas, il faudrait peut-être que j'aille suivre un ou deux cours de psychologie là, pour peut-être m'améliorer, oui, mais moi, j'ai un petit peu plus de misère avec ça. Michel, merci beaucoup. Très gentil. Puis tu viens nous voir dans notre bout de description au cours de la saison. T'es le bienvenu. C'est promis. Alors, merci Michel Simard, ancien lanceur, ancien numéro 23 des Capitales Québec qui était avec nous pour cette édition de Derrière le marbre.